Bonjour à tous. Bienvenue du coup dans la conférence d'aujourd'hui sur l'intégration de nouvelles parties prenantes dans la gouvernance. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux organisations différentes qui ont mis en place cette ouverture de la gouvernance. Donc Fanny Carré-Comte qui est secrétaire générale d'Enercop et Pierre Dubuc qui est fondateur d'Open Classroom. Donc tous les deux qui ont vraiment mis en place des choses qui sont très avancées. L'idée, c'est qu'ils vous le rendent quand même le plus concret possible, que ce soit aussi... je pense que c'est important dans la transparence. On sait que c'est pas évident d'entamer une transition dans sa gouvernance et de l'ouvrir. Donc que vous puissiez repartir avec des choses, des choses concrètes et honnêtes finalement. Je vais vous laisser vous présenter chacun, rapidement dire qu'est-ce que fait votre organisation pour ceux qui ne la connaîtraient pas, et puis pourquoi est-ce que ça tenait à cœur pour votre organisation et puis pour vous à titre personnel de travailler sur l'ouverture de la gouvernance. Vas-y, je t'en prie. Fanny, où est-ce que tu veux commencer? Alors, bonjour à toutes et à tous, ça marche bien, oui. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'organisation de cet atelier. Enercop, c'est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable et coopératif, dont l'ambition et le métier aujourd'hui est de fournir de l'électricité renouvelable à 90 000 clients aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, en contractualisant en direct avec des producteurs d'énergie renouvelable, 300 producteurs en France, auprès desquels on s'approvisionne donc directement en électricité renouvelable, avec le but d'accélérer en fait la transition énergétique sur les territoires. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est important pour nous et pour moi de pouvoir participer à cet atelier aujourd'hui? C'est que ces questions de gouvernance, d'implication des parties prenantes, de démocratie au sein de nos organisations, elles sont extrêmement importantes parce qu'en fait, elles sont constitutives même du projet de l'origine d'Enercop, puisque nous, notre origine, ça a toujours été de dire qu'il fallait que les questions énergétiques ne soient pas réservées à des experts ou aux filières industrielles, mais qu'elles soient remises dans les mains des citoyens pour une véritable gestion démocratique du système énergétique. Et donc, du coup, dans le modèle d'Enercop, ces questions-là sont vraiment intégrées depuis le début, sachant qu'on existe depuis 2005. Je l'ai pas précisé. Est-ce que je développe plus sur comment on fonctionne ou est-ce que ça, c'est le deuxième temps? On pourra voir dans un deuxième temps que vous expliquez tous les deux comment vous fonctionnez en termes de gouvernance. J'espère, ouais. Donc, je m'arrête à cette étape. Bonjour à tous, ravi d'être ici. Donc, mon nom c'est Pierre Dubuc, je suis un des deux fondateurs et le CEO de Open Classrooms. Open Classrooms, c'est une start-up, c'est une entreprise à mission. Notre mission, c'est rendre l'éducation accessible. Ça existe depuis 2013 à la suite d'un très long projet personnel qui, lui, son origine c'est 99. On a commencé à créer des cours en ligne gratuits et ouverts à tous. On a fait ça pendant plus de 10 ans comme un hobby. Et puis à la fin de nos études, on en a fait notre job. Et donc on a créé Open Classroom. C'est devenu à la base donc une plateforme de cours en ligne. Et puis en 2013, une école en ligne. La première en fait école en ligne. Donc on forme aux métiers de demain, notamment à tous les métiers sur la technologie et le digital, mais pas que. En français, en anglais, on forme 2 millions de personnes par mois dans 140 pays. On est la plus grosse plateforme d'éducation en Europe et en Afrique. Et puis on est aussi une start-up en fait technologique du coup à forte croissance. Donc on a levé 70 millions de dollars, on est 220 personnes et on a à peu près 1500 mentors qui sont nos profs en fait qui suivent les étudiants et donc très tôt dans l'histoire de la boîte on a voulu mettre la mission en fait au cœur du projet d'entreprise parce qu'avant de créer une boîte en fait on a créé une plateforme pour aider des gens. Et donc la notion de mission et de vision et donc derrière de gouvernance aussi partagée était assez importante et a été formalisée assez tôt aussi dans notre histoire. Merci beaucoup. Et du coup, on peut commencer dans le vif du sujet. Fanny, tu veux commencer à expliquer en fait, vous, comment organiser votre gouvernance Oui, ça a marché, ouais. Oui, moi aussi. Le type de partie prenante que vous intégrez vous, alors bien sûr aussi pour faire le lien avec l'Impact Score, si toi tu as un ordre d'idée en fait, de volumétrie, le nombre de sièges qui sont dédiés,
que tu puisses nous le donner un peu comme clé d'entrée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc Enercop, c'est un fournisseur d'électricité coopératif, donc sous statut coopératif. Alors, pour être encore plus précise, en réalité, Enercop, c'est un réseau de coopératives, 11 coopératives sur l'ensemble du territoire, puisque la dimension en fait, d'ancrage local, de lien avec le territoire est vraiment très importante dans notre projet. Toutes ces coopératives sont organisées sous le même statut, le statut de SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui en fait, par définition, par nature, statutairement, intègre différentes parties prenantes. Mais donc peut-être que pour simplifier mon explication, je vais me concentrer sur l'exemple d'une coopérative. Je vais prendre l'exemple de notre coopérative nationale, sachant que les 11 fonctionnent sur ce même modèle de SIC. Et pour vous donner aussi un ordre de grandeur, Enercop, donc le réseau Enercop, c'est 11 coopératives, c'est à peu près 200 salariés aujourd'hui, et c'est 45 000 sociétaires au total, et donc 22 000 dans la coopérative nationale. Donc pour prendre l'exemple de cette coopérative, on a donc 22 000 sociétaires, et donc ces sociétaires sont différentes catégories d'associés de parties prenantes, puisque donc le modèle de la SIC, c'est le multisociétariat, c'est en fait de faire entreprise en commun avec les différentes parties prenantes dans ce qui nous concerne de la chaîne énergétique. Donc ces catégories, ce sont d'abord les consommateurs, donc ceux qui achètent leur électricité renouvelable à Enercop. Ce sont les producteurs, donc ceux auprès de qui on s'approvisionne en énergie renouvelable. Ce sont les salariés de la coopérative. Ce sont les partenaires, par exemple des partenaires fondateurs d'Enercop comme Biocoop, comme la NEF, comme les Amis de la Terre sont les sociétaires d'Enercop. Et puis, une des particularités aussi du statut de SIC, c'est que les collectivités locales peuvent également être sociétaires, et donc nous avons aussi des collectivités locales dans notre conseil, nos sociétaires et notre conseil d'administration. Et puis on a également des fondateurs, donc ce qu'on appelle les porteurs du projet, qui sont également sociétaires. Pour vous donner un ordre d'idée un peu plus précis, donc voilà, tout ça, ce sont les catégories de sociétaires, donc qui font entreprise ensemble, qui sont propriétaires collectivement de la coopérative, avec, vous voyez bien, cette idée de dire qu'on a des gens qui vont avoir des intérêts différents, puisque quand on est consommateur, l'intérêt c'est de payer le moins cher possible son électricité. Quand on est producteur, l'intérêt c'est de vendre le plus cher possible sa production. Et donc la question de l'intérêt collectif, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces différents intérêts des catégories soient transcendés au service du projet collectif de la transition énergétique qu'on défend. Et donc vous dire aussi ce que ça donne un peu, je ne sais pas si je rentre dans le détail, mais dans notre conseil d'administration aujourd'hui, par exemple, puisque là je vous ai parlé dans l'Assemblée générale, on a ces 22 000 sociétaires, et ils sont tous représentés dans le conseil d'administration avec un système de collège qui pondère en fait la représentation des différentes catégories, puisqu'elles ne sont pas toutes aussi nombreuses dans le sociétariat, et qui répartit aussi le conseil d'administration en nombre de sièges pour que chacune de ces parties prenantes soit représentée. Et donc aujourd'hui, on a à Enercop un conseil d'administration de 18 personnes, dans lequel on a donc 2 consommateurs, 2 producteurs, 2 salariés, 4 partenaires et collectivités, 4 fondateurs du projet, et j'en ai pas parlé, mais on a aussi 4 coopératives locales, ce qui nous permet de faire le lien entre notre coopérative nationale et la coopérative locale. Donc la spécificité, c'est que voilà, les salariés sont une catégorie, mais pas que, puisque l'enjeu, c'est bien la gouvernance multipartie prenante, mais dire également que sur la question de la représentation des salariés, qui est aussi un des enjeux de l'atelier, ils sont également représentés dans les instances par le biais des représentants du personnel, puisque nous avons un comité social et économique, et que donc il y a aussi des salariés au CA, à la fois en tant que sociétaire, mais également en tant que représentant des personnels. Et que pour complexifier tout cet ensemble, nous avons aussi au sein d'Enercop l'enjeu et la volonté de travailler autour des modalités de coopération au travail et de gouvernance partagée, et que ces questions de gouvernance se retrouvent aussi dans l'organisation de notre travail. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir après, mais il y a aussi cette dimension-là dans la façon dont on associe les salariés au quotidien. Merci, très, très clair pour l'organisation globale.
L'idée après, c'est que tu nous donnes effectivement les apprentissages, c'est quoi les enjeux, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés qui pourraient inspirer des personnes à la salle. Je laisse avant ça Pierre expliquer de ton côté chez Open Classroom comment ça s'organise, quelles instances, quelles représentations de différentes parties prenantes. Oui, alors nous, on a un modèle d'entreprise statutaire plus classique. On a une SAS, mais on est devenu entreprise à mission au sens de la loi Pacte. Mais d'un point de vue de la gouvernance, ça ne change rien, parce qu'il n'y a pas d'obligation très spécifique, à part quand même la création d'un comité de parties prenantes. Donc chez nous, on l'appelle comité d'impact. Son but, c'est de mesurer l'impact, c'est de vérifier qu'on est fidèle à notre mission, à notre raison d'être, rendre l'éducation accessible, qu'on le mesure, qu'on le suit, qu'on publie. On a en fait rajouté ça il y a 2 ans et demi, un peu en amont de la loi PAC dans les statuts. Et dans le pacte d'actionnaires, parce que aussi notre particularité, c'est qu'on a un modèle d'entreprise de start-up technologique, donc où on lève des fonds, où c'est de la forte croissance, et donc c'est un modèle qui est historiquement un peu plus financier classique, quoi. T'as des investisseurs, on a des investisseurs américains à notre capital, etc. Et donc la question, c'est comment on pouvait faire vivre ça avec une gouvernance partagée et le formaliser, pas juste que ça soit une déclaration d'intention. Donc il y a 2 ans et demi, on a fait un gros tour de table, on a levé 60 millions de dollars. À ce moment-là, on a formalisé en fait cette nouvelle gouvernance, le passage en entreprise à mission, la vision, les valeurs, etc. dans les statuts et aussi dans le pacte d'actionnaires. Donc chaque actionnaire en fait a signé là-dessus. C'est assez complet, on va dire. Pour être totalement franc, on a même été étonné qu'il le signe. Le comité d'impact, chez nous, c'est les comités de parties prenantes. C'est un peu l'équivalent chez NRCOOP. Donc, nous, nos parties prenantes sont les salariés, les investisseurs, les profs, les étudiants, les employeurs qui embauchent les étudiants, les universités partenaires, etc. On en a pas mal dans notre modèle, donc c'est un comité qui est assez gros, qui fait 20-25 personnes, où chaque collège est représenté par un titulaire et un suppléant. Et on a fait élire les 2 salariés en interne. Et puis on a un président et une présidente et un vice-président de ce comité. À côté de ça, on a un conseil d'administration plus classique d'entreprise, où là, on est un petit peu plus contraint, puisqu'on doit avoir, par exemple, des investisseurs qui sont représentants des fonds au conseil. Le comité d'impact, il a des pouvoirs, il a des droits, et ça, c'est une vraie volonté, parce que pour le coup, on n'a pas d'obligation du tout, d'un point de vue statutaire, de le faire. Mais il a un droit d'accès à toute la data, il a un droit d'accès au management, et il a un droit d'alerte au board, au conseil d'administration, pour dire par exemple, votre exécution de la mission, elle n'est plus fidèle à la mission, il faut corriger ça, le board doit rectifier le tir et apporter une réponse en 30 jours, etc. Donc il y a tout un système assez concret derrière ça. On a publié notre premier rapport d'impact, pareil au sens loi Pacte, là dernièrement, il y a quelques semaines au début de l'été. Vous pouvez le trouver sur le web, sur internet. Et après, en interne, on a aussi beaucoup travaillé sur la question de la gouvernance plus opérationnelle et partagée. Donc il y a beaucoup on va dire, de transparence de façon générale. Donc pour donner quelques exemples précis, tous les salariés ont accès à l'information financière de l'entreprise, c'est-à-dire tous les salariés connaissent la trésorerie, les charges, les bidas, enfin toutes les infos financières assez détaillées, voire par département. Toutes les semaines, on fait une réunion avec toute l'entreprise où on va parler des chiffres, des principaux projets. Donc c'est une occasion aussi pour voilà, communiquer et travailler ensemble. Tous les 1 à 3 mois, on organise aussi des ateliers avec toute l'entreprise et par petits groupes, de façon complètement transverse et tout mélangé. On travaille sur des problématiques dans l'entreprise et régulièrement sur des problématiques de culture pure, de fonctionnement interne, pas uniquement sur le produit, sur l'aspect commercial ou quoi, mais vraiment de culture. Et ça, chaque année, on en a fait au moins 1 ou 2 des ateliers comme ça. C'est
hyper puissant, parce qu'on a inventé plein de mécanismes qui sont très spécifiques à nous, qui ont été demandés et créés en fait par les salariés. Donc par exemple, chez nous, on a un concept de congé payé illimité. Donc tu peux prendre autant de congés que tu veux, et si tu pars plus de 3 semaines en consécutif, tu as une prime de 1 000 euros pour t'inciter à prendre des longs congés. C'est un truc un peu original, mais ça marche hyper bien. On a surtout l'été. Si vous voulez juste l'explication de 30 secondes, c'est que nous on est dans un métier de créativité et très intellectuel. Finalement, c'est pas l'usine où ton nombre d'heures va générer de la productivité. Et donc on s'est aperçu depuis longtemps avec nos cofondateurs aussi que le fait de couper très clairement, de prendre plusieurs semaines et de vraiment couper le travail nous permettait de revenir recharger et avec des idées nouvelles. Et donc nous-mêmes, on s'est forcé à le faire. Et à la fois, l'entreprise, c'est une activité très soutenue, de forte croissance. Donc on bosse aussi comme des chiens, pour être clair. Et donc ça permettait de dire très clairement aux salariés, c'est pas des congés illimités juste sur le papier, c'est qu'on vous incite même financièrement à prendre des longs congés. Donc pour là aussi que ça soit pas juste une déclaration d'intention, mais que ça soit vraiment suivi des faits. Donc il y a pas mal de choses qu'on a inventées comme ça. C'est devenu un peu une méthode en fait pour nous de créer des choses concrètes dans l'entreprise par les salariés, pour les salariés. Ah, super. Du coup, Fanelli, je te repasse la parole sur... tu nous as expliqué comment est la gouvernance aujourd'hui. On sait qu'intégrer de nouvelles parties prenantes, c'est vraiment un gros enjeu. Surtout vous avez un sujet assez technique. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe de manière fluide, que les gens aient des points de vue et puissent prendre des décisions pertinentes sur quand même des gros challenges de l'entreprise. Et donc, si tu peux nous en dire un peu plus sur vous, concrètement, comment est-ce que vous avez fait pour les intégrer, peut-être quelles a été vos difficultés quand vous avez voulu faire. Et puis aussi, pareil, comme vient de faire Pierre, peut-être des exemples de décisions très concrètes qui ont pu être prises grâce à cette gouvernance. Oui, donc ce que je pourrais apporter par rapport à ça, c'est d'abord dire que pour mettre au cœur du projet d'entreprise ces questions de gouvernance, d'intégration des parties prenantes, etc., il faut avoir conscience, mais je pense que ça revient aussi dans ce que tu disais, qu'il faut du temps et qu'il faut des moyens dédiés. Et donc des moyens dédiés, ça veut dire des moyens humains. Donc ça veut dire que nous, très clairement, dans notre modèle Enercop, on a des salariés dont la mission, dont le poste, c'est cette vie coopérative, ce travail autour des questions de gouvernance. Ça veut dire qu'on y passe du temps, puisque du coup tout ça c'est du temps de réunion, d'organisation, de formation, je vais y revenir tout à l'heure. Et je dis ça aussi parce que on parlait aussi des plus et des moins. Il faut avoir conscience que ces éléments-là, c'est des choses que, par exemple, nous, on fait, mais que nos concurrents ne font pas. En tout cas, ceux qui n'ont pas... Donc, on est sur un secteur, en plus, la fourniture d'électricité, qui est très concurrentiel. S'embêter, entre guillemets, avec des postes alloués à la gouvernance, aux questions de démocratie coopérative, avec du temps de réunion consacré à ça, dans un secteur, en plus, qui va très, très vite en termes de concurrence, d'innovation, etc., tout le monde n'a pas cette vision-là. Et donc, c'est des choses que nous, on assume, mais dont on doit aussi tenir compte avec toute la complexité et ce que ça génère dans le développement et dans la relation aussi avec la concurrence. Alors, on le fait bien évidemment parce qu'on y croit que c'est partie prenante de notre projet et aussi qu'on pense que c'est ça qui permet à notre projet, je ne l'ai pas dit, mais le projet Enercop aujourd'hui, donc c'est 90 000 clients, c'est à peu près plus de 20% d'augmentation de notre nombre de clients tous les ans depuis plusieurs années. Donc on a eu un fort développement de la coopérative et on a la conviction que ce développement-là, il vient aussi et beaucoup de notre modèle, justement parce que derrière, il y a tout un enjeu de fidélisation, d'appropriation du projet par nos salariés, nos partenaires, nos clients qui en vrai sont les premiers ambassadeurs et les premiers supports en fait du projet. Donc tout ça pour dire un peu les éléments de difficulté, mais aussi bien sûr les éléments positifs.
Et donc, je disais du temps, des moyens, donc des postes, des personnes, des ressources aussi matérielles et puis des outils. Parce que tout ça, alors en plus nous on rajoute, je vous l'ai dit tout à l'heure, un élément d'échelle, puisque donc j'ai parlé de 22 000 sociétaires dans la plus grosse coopérative et 45 000 sociétaires sur l'ensemble du réseau. Ben, comment est-ce qu'on gère une implication en travail de toutes ces parties prenantes au quotidien? C'est pas évident, et donc là on expérimente depuis plusieurs semaines, mois, une plateforme en ligne qui s'appelle le Village Enercop, qu'on a créé spécialement pour nous en fonction de nos besoins, qui est en fait voilà, un outil d'interaction et d'animation du sociétariat qui permet à toutes les catégories de parties prenantes d'avoir cet espace où on peut à la fois donner de l'information, des actualités, mettre en lien des documents et puis aussi organiser des débats, des consultations, faire en sorte que les sociétaires puissent avoir un outil pour organiser des groupes locaux, puisque nos sociétaires font aussi des actions sur le territoire pour promouvoir, informer sur Enercop, etc. Donc on a cette nouvelle plateforme qui, donc on avait besoin, ça faisait longtemps qu'on réfléchissait à ce besoin d'outils numériques, et donc on l'a enfin mis en place il y a donc voilà, quelques semaines à l'occasion de notre Assemblée générale. Et peut-être le deuxième élément que je voulais apporter, c'est insister aussi sur les questions relatives à la formation. Tu parlais notamment, Pierre, des enjeux liés par exemple au contexte économique et financier, à l'importance de mettre à destination des parties prenantes toutes ces informations-là. Bon, nous, on ne se pose pas la question parce que ça, c'est notre réalité statutaire, c'est-à-dire que le principe d'une coopérative, c'est que donc, les sociétaires votent tous les ans à l'Assemblée générale sur les grandes décisions et les grandes orientations stratégiques et économiques selon le principe d'une personne égale une voix, donc avec l'égalité qui ne dépend pas de l'argent que vous avez investi, mais du fait que sur le principe c'est une personne une voix. Mais donc du coup on a cette obligation statutaire, mais pour autant sur des sujets aussi complexes, si on veut qu'on ne soit pas dans de la consultation ou du vote de façade, mais qu'on soit vraiment dans quelque chose qui permette une pleine compréhension, il faut mettre en place de la formation. Et donc, pour vous donner un exemple concret, là, on a fait notre assemblée générale au mois de juin dernier. Alors, évidemment, on l'a faite en ligne et 100% à distance compte tenu du contexte, alors que normalement, on fait évidemment tous les ans en physique. Mais du coup, ça nous a permis, en fait, on a rebondi un peu sur le contexte et les contraintes externes pour développer, en fait, des nouveaux outils et puis aussi des nouvelles modalités d'interaction et de formation. Et notamment, on a fait une série un cycle en fait, de webinaires à destination des parties prenantes. Donc tout le monde peut y assister, hein, pareil, consommateurs, producteurs, salariés, etc. Thématisés. Donc on en a fait un sur les comptes, la situation économique. On en a fait un sur nos enjeux métiers, justement sur l'approvisionnement, l'évolution de l'approvisionnement d'Enercop entre les différentes sources d'énergie, hydraulique, éolien. Vous voyez un peu tout ça. Un sur la gouvernance. Et donc, à l'occasion de ce webinaire, en fait, on avait différents salariés et administrateurs qui venaient expliquer, décortiquer les grands éléments de l'Assemblée générale, et avec la possibilité, par le biais du webinaire, de pouvoir poser des questions tout de suite. Ça s'accompagnait de plein de supports. Donc, on avait développé des vidéos, on a fait des notices d'information spécifiques pour bien comprendre les comptes, les enjeux financiers, etc. Et donc, on a mis en place ce cycle. C'était un webinaire par semaine qui ont cheminé jusqu'au moment de l'Assemblée générale où les gens ont pu voter sur ces grandes orientations. Donc, pour dire que cet aspect formation, a fortiori quand on est dans des secteurs d'activité un peu complexes, c'est vraiment important, et que ça demande de réfléchir encore une fois à des supports et des moyens qui permettent de faire cette association. Et ça a plutôt très bien marché, on a eu pas mal de participants. Et ça aussi, ça contribue à renforcer encore une fois la dimension communauté des soutiens d'Enercop de son projet, et on en tire un bilan très, très positif. J'aurais peut-être un autre exemple, mais je le dirai après. Non, mais merci beaucoup. Du coup, ce qu'on en retient comme apprentissage, et toi, recommandation que tu donnerais, c'est vraiment de penser en amont, prendre en compte le fait qu'il y a du temps et des moyens, qu'ils soient financiers, techniques, à mettre à disposition de ce type de gouvernance, d'autant plus quand on vient peut-être d'une gouvernance classique et qu'on entame une transition. S'il y a des gens qui travaillent dans des grands groupes dans la salle, c'est sûr que c'est des choses à prendre en compte, que ce type de gouvernance, ça s'anime, ça s'outille et ça s'accompagne dans la durée. Pierre, si tu veux donner aussi toi tes grands apprentissages, vous aussi vous avez mis un certain nombre
d'outils en place pour faciliter cette gouvernance-là. Oui, je rejoins bien sûr totalement le propos sur les ressources, le temps, la formation aussi. La difficulté, c'est quand tu parles, donc dans notre cas, à 220 salariés, sachant qu'on en recrute des dizaines tout le temps et qu'il y a des nouveaux en permanence, qu'on a un modèle assez complexe, qui est régulé, etc. Du coup, tu as des gens qui sont là depuis 4 ans, des gens qui sont là depuis 2 semaines, et il y a un niveau d'information, de connaissance, de maîtrise, d'expertise qui est très différent en permanence. Donc ça nous oblige à être très très pédagogue. La bonne nouvelle, c'est que c'est un peu notre métier aussi. Donc, mais c'est quand même un exercice assez difficile parce que les décisions sont complexes. Et en même temps, tu veux les simplifier. Si tu les simplifies trop, au bout d'un moment, tu perds quand même l'essentiel de la complexité. Donc la formation est hyper importante. Faut aussi, nous on a un peu le parti pris aussi d'accepter que tout le monde ne comprenne pas tout dans le moindre détail. Et il y a un moment où il faut un peu laisser faire le truc. Et des fois, on a un stagiaire qui est genre hyper intéressé par le PNL et tous les éléments financiers, alors qu'il n'est pas dans le secteur, dans le département finance, mais pourquoi pas. Et à l'inverse, d'autres personnes plus seniors ou quoi vont peut-être pas être dedans, donc c'est ok qu'il y ait différents niveaux. Ça a été aussi assez graduel sur la mise en place des outils et des ressources. C'est-à-dire qu'au début, t'as pas trop d'argent, c'est compétitif, donc tes concurrents ils font pas ça. Donc mettre 3 personnes dessus, ça coûte de l'argent, c'est 3 personnes que tu mets pas sur le développement commercial ou je sais pas quoi. Donc au début, ça a été très progressif. On a aussi appris à être efficace sur la gestion des retours, etc. Parce que tu peux vite passer un temps infini à écouter tout le monde, faire des comptes rendus, etc. Et puis qui mènent pas à grand chose. Donc il faut avoir une méthodologie aussi vraiment bien déterminée, qu'on écrit et qu'on rend transparente aussi et qu'on dit voici les règles du jeu. Parce que si tu fais pas ça, alors là ça part dans tous les sens. On a quelques outils intéressants aussi. Par exemple, tous les mois, on fait des sondages d'engagement employé partout dans la boîte. Tous les mois, ça c'est assez efficace. C'est prendre la température et le moral des troupes en fait. Et c'est totalement anonymisé. Et tu as pas mal d'axes d'analyse par département, par âge, par ancienneté, etc. Et ça, on s'en sert beaucoup pour piloter justement l'aspect opérationnel de l'équipe. Donc on a des remontées parfois positives et parfois franchement négatives, voire carrément horribles. Et ça permet en fait de rendre le truc transparent. Pour info, ce qui est intéressant dans le process, c'est que tous les salariés ont accès à tous les résultats en permanence, de façon anonyme. C'est anonyme pour tout le monde, même nous, la direction, entre guillemets, on a accès aux mêmes choses que les salariés. Donc ça, c'est des éléments un peu concrets, c'est pas très compliqué à mettre en place. Par contre, la première fois que tu appuies sur le bouton, c'est difficile comme exercice, quoi, parce que c'est vraiment hyper exposé comme truc. Mais en fait, après, tu normalises un peu le truc et c'est normal d'avoir des gens qui sont pas d'accord et c'est normal d'avoir des gens qui sont très contents. Et puis des fois, ça change et puis ça vient et t'essaies de traiter les éléments qui sont remontés. Voilà. Donc ça, c'est des trucs un peu concrets qu'on fait qui sont assez efficaces. Ouais. Et du coup, sur la transparence, parce qu'on a une question rapide pour savoir si vous communiquez cette information. Est-ce qu'il y a une transparence au niveau des salaires? Du coup, est-ce que vous avez des grilles salariales qui sont publiées des deux côtés quelque chose que vous avez voulu faire, côté Enercop et côté Open Classroom? Nous, c'est pas transparent pour tout le monde en interne. On a plutôt de la volonté d'aller là-dessus et c'est transparent dans un gros département qui est toutes les équipes techniques. Tous leurs salaires sont transparents jusqu'à l'individu, donc c'est assez poussé. C'est-à-dire qu'on connaît le salaire de telle personne. Et en fait, la base, c'est plutôt de dire il y a des grilles, il y a des postes, il y a des compétences, tu as des salaires. Là, on est allé assez loin. On pense qu'on va généraliser à toute l'entreprise à un moment, mais pas forcément au niveau salaire individuel, mais plutôt titre, poste, grille, compétences et compagnie. Et ça,
ça, le généralisé, ce qui fait qu'à la fin, tu prends la personne, tu as le titre et tu as un range qui est pas très très gros, donc tu vois assez, mais bon, il y a une petite subtilité à l'individu. Après, il y a plusieurs méthodes, mais ça marche plutôt bien, mais là aussi, ça t'oblige vraiment à être hyper rigoureux sur les outils, les méthodes, sur la définition des compétences, sur des jobs, parce que très très vite, bah, bien sûr, ce qui se passe, c'est oui, mais moi je pense que je suis au poste d'au-dessus et donc je mérite etc. Le truc qui est vraiment intéressant, par contre, c'est que ça oblige à traiter les inégalités salariales. Enfin, tu peux plus mettre le truc sous le tapis, donc égalité homme-femme, mais pas que. Les anomalies de salaire qui n'étaient pas forcément voulues ou quoi que ce soit, mais qui sont là, et quand tu regardes objectivement, tu fais bah non, ça c'est pas possible, et au moins ça clean complètement les choses. Merci. Et nous, alors, nous, on a une politique assez ferme et précise sur les écarts de rémunération, puisque chez nous, donc, on est dans un écart de rémunération entre 1 et 3 à Enercop. On a une grille, pareil, on a une grille de rémunération avec différentes catégories et différents niveaux d'expertise, etc., qui est publique, qui est connue et qui a été discutée et négociée avec les salariés. Et puis, on a des cercles, enfin des sortes de comités qui regroupent différents salariés des différents services qui ont pour mission de donner des avis sur les politiques de rémunération au plan collectif et aussi au plan individuel en lien avec la direction. Après, ben, évidemment, tout ça n'est pas simple, puisque vous imaginez bien aussi que, tout le monde le sait, ces questions sont pas évidentes, qu'il y a des enjeux de comment est-ce qu'on concilie ces principes-là avec les réalités du marché, avec ce qui se passe sur la concurrence, avec comment est-ce qu'on fait pour l'attractivité sur certains métiers sur lesquels c'est toujours pas facile de recruter et sur lesquels on a besoin d'avoir peut-être d'autres niveaux de salaire. Donc, en fait, on discute de tout ça, et là, pareil, concilier les principes collectifs et puis des situations individuelles qui, pour plein de raisons, peuvent être légitimes. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à bien articuler cet individuel et le collectif? Et du coup, c'est vrai que pour traiter tous ces débats-là, le fait d'être transparent et d'être en association permanente et collective des parties prenantes et des salariés sur les enjeux stratégiques de l'entreprise, ça aide, parce que évidemment, tout le monde est en compréhension et en conscience du fait que on se confronte à telle difficulté, on a besoin de telles compétences, on a besoin de telle expertise, et donc ça nous aide à pouvoir mener ce débat et ces discussions de la manière la plus collective possible, mais c'est évidemment pas simple, mais c'est un gros enjeu. En tout cas, pour nous, cette question de la limitation des écarts de rémunération, c'est vraiment important, parce que c'est en lien avec le modèle qu'on défend, aussi sur comment est-ce qu'on fait évoluer la sphère économique. Alors bon, 1 à 3, je sais que c'est assez radical et qu'on n'est pas beaucoup d'entreprises à le faire, mais sans aller jusqu'au 1 à 3, je pense qu'il y a des grosses marges de progression pour plein d'entreprises sur ces questions d'écart de rémunération. Merci beaucoup. Et du coup, je t'ai entendu parler du fait que vous avez des cercles. Je sais que nous aussi, à Make Sense, on a une organisation en cercle. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier, mais du coup, on a plusieurs questions sur c'est quoi les modèles qui vous inspirent, l'houlacratie, la sociocratie, les modèles de la Loue. Enfin, je sais nous, on a fait un peu notre mix interne pour réussir à arriver à une gouvernance qui allait avec notre culture. Du coup, c'est intéressant de savoir, vous, qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce que vous avez lu, quel auteur vous pouvez conseiller, recommander, quel modèle un peu cadre théorique vous ont inspiré. Je sais pas qui veut commencer. Oui, je veux bien. Donc, à Enercop, donc, on a plusieurs influences. Donc, on a été accompagné pendant plusieurs années par l'Université du Nou. Donc, on a effectivement été influencé par tout ce qui est sociacratie, holacratie, etc. On fait très régulièrement, à destination des salariés, des formations à la CNV, communication non violente.
On a tout un certain nombre de... Tu parlais tout à l'heure de la question de la méthode, et c'est vrai que ces questions de méthode et de rigueur dans la tenue des réunions, la gestion du temps, l'organisation, etc., c'est hyper important. Et nous, on a cette culture en fait du travail avec un facilitateur, un maître du temps, toutes ces choses-là qui sont extrêmement intégrées dans nos pratiques. Et puis, on utilise des techniques comme, par exemple, l'élection sans candidat pour choisir des responsables pour différents projets ou différentes responsabilités, ou la gestion par consentement, que vous devez connaître aussi. Donc, le fait de dire qu'on ne prend pas une décision quand elle est prise à l'unanimité, mais on prend une décision à la condition que personne n'objecte, et donc ce qu'on appelle la gestion par consentement. Ce que je pourrais dire par rapport à tout ça, là, je dis aussi peut-être des éléments personnels de comment j'appréhende ça. Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est de pas tomber dans le, j'ai envie de dire, dans le dogmatisme sur les outils. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte. Bon, d'abord, il y a toujours cette tension qui est compliquée. Il faut faire attention à ce que la forme ne prenne pas le pas sur le fond et qu'à un moment donné, le temps qu'on dédie à ces questions d'organisation et de gouvernance ne viennent pas se superposer, en tout cas devenir prioritaire par rapport aux enjeux du projet. Et donc ça, c'est toujours un point d'équilibre sur lequel il faut être vigilant. Et après, je pense qu'à chaque fois, tout ça, c'est des techniques, c'est des outils, mais qui ne sont pas utilisés partout, tout le temps, dans le même contexte. Et que, en fait, il faut faire un mix. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est intéressant de prendre une décision en gestion par consentement, mais il y a aussi des moments où on va prendre une décision par la direction, où on va prendre une décision à la majorité, pas à la minorité. Enfin, on essaie aussi d'adapter, de ne pas être prisonnier, encore une fois, de trucs standards ou de dogmes sur lesquels on réfléchit plus, mais vraiment, en fonction de ce qu'on veut faire et de l'objectif, utiliser à chaque fois le bon outil et la bonne technique. Et puis enfin, pour nous, ce qui est aussi important, hein, vous l'avez compris, c'est de bien concilier ces questions d'organisation, de gouvernance dans la culture du travail avec les questions plus statutaires d'organisation et de gouvernance. Donc c'est pour ça que nous, on est très attachés. Il y a l'aspect gouvernance partagée, mais il y a aussi l'aspect statutaire et le partage du pouvoir et le partage des richesses. Ça ne se fait pas que dans les réunions où on doit prendre des décisions entre salariés, ça se fait aussi peut-être même d'abord sur la question de savoir qui est propriétaire du capital et que devient la valeur créée par le projet. Donc ce que je veux dire par là, c'est ne pas déconnecter ces questions d'organisation de la gouvernance dans le travail quotidien des questions vraiment structurantes de partage du pouvoir et de partage de la valeur dans l'entreprise dans son ensemble. Merci beaucoup. Et du coup, Pierre, si tu peux donner, toi, qu'est-ce qui vous a inspiré pour construire votre gouvernance? Et j'en profite pour rajouter rapidement une question qui a été votée par le public aussi. Si tu peux rajouter, qu'est-ce que vous suivez dans ces enquêtes, les enquêtes mensuelles des salariés? Voilà. Puis on prendra une dernière question du public si vous voulez écrire sur Klaxoon. Alors les inspirations, c'est au niveau organisation, enfin c'est déjà celle qu'on a citée. Enfin on s'est pas mal inspiré il y a quelques années de travaux de Lalou par exemple, mais après je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans un angélisme. Et on s'est aperçu aussi que les gens nous demandaient du management par exemple. Enfin c'était vraiment preneur d'avoir un bon manager. Ils ne veulent pas de mauvais managers, mais par contre du bon management c'est très utile par exemple. Donc le côté tout le monde est égaux et c'est tout plat, tout horizontal et ça va bien se passer, c'est quand même pas si évident que ça à mettre en place. Et en fait, c'est même pas souvent voulu, même par les salariés eux-mêmes. Donc ça, c'est déjà intéressant de le voir. On a aussi cette tension énorme entre on veut investir sur tout ça, il n'y a pas beaucoup de références quand même, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui fonctionnent comme ça. Du coup, il faut chercher, tu es obligé un peu d'explorer, d'essayer de faire des choses, puis en fait ça marche pas très bien, puis tu réadaptes, donc ça prend du temps. Et pendant ce temps, tu es sur un marché qui est compétitif, qui change beaucoup, etc. Donc cette tension, on la connaît assez bien. Donc là aussi, il faut trouver les méthodes et compartimenter et bien dire, ok, voilà le temps qu'on y dédie, voici les ressources, et si ça dépasse, tant pis, on ne fera pas quoi, et c'est comme ça. Mais ouais, après, c'est beaucoup de formation et trouver des bons managers qui ont le bon mindset en fait, et que tu
peux accompagner sur ces méthodologies. C'est pas évident et ça demande de la formation des managers. Enfin, la clé, c'est que ton mid-management soit quand même fondamentalement aligné avec ses valeurs. Parce que déjà, si tu as des managers qui disent bah, tout ça, c'est un peu le monde des bisounours, et nous, on va faire nos quotas, et voilà. Et puis oui, on fera un sondage à un moment. Ça marche pas très bien à moyen et à long terme. Et même ceux qui sont plutôt alignés, ils sont parfois assez maladroits en fait, parce que peut-être ils ont 20 ans d'expérience, ils ont toujours fait d'une certaine façon, et puis maintenant tu leur demandes de faire d'une autre façon, et ça c'est pas évident, et il faut accepter qu'il y a un temps de transition aussi. Et pour finir sur le sondage, on a un sondage où on mesure un truc qui s'appelle le Employee Net Promoter Score. Pour ceux qui connaissent le Net Promoter Score, le NPS, c'est sur 1 à 10 à combien tu recommandes tel service, tel machin. Et là, c'est en tant qu'employé, sur 1 à 10, est-ce que tu recommandes Open Classrooms comme employeur à ton entourage. Et en gros, le but, c'est d'avoir des 9 et des 10, c'est des promoteurs. Les 7 et 8, c'est moyen. Et tout le reste, c'est des détracteurs. Donc c'est assez difficile. Surtout en tant qu'employé, tu as toujours un truc qui te énerve. Tu vois, moi, je suis fondateur de ma boîte, je suis CEO, j'adore, mais il y a des trucs qui m'énervent aussi au quotidien dans la boîte. Donc c'est assez vite, tu peux dire, il y a des petites pétouilles. Donc c'est assez difficile. Pour info, quand vous faites ce sondage, en moyenne, les market practice, je crois que les taux, c'est à peu près, le résultat, c'est 0, quoi. Enfin, il y a autant de détracteurs que de promoteurs, et c'est pas terrible, quoi. Et donc, on mesure ce truc très simple, qui est de 0 à 10, on calcule le INPS, et on prend des commentaires libres. Et après, on peut l'analyser par département, par âge, par sexe, par seniorité, par ancienneté. Et voilà. Et en fait, c'est très simple. Et du coup, pour le salarié, c'est tous les mois, mais c'est je clique, je mets un commentaire si je veux, et c'est tout. Et de temps en temps, on fait des sondages plus complets avec des axes, machin. Mais en fait, ça, c'est un truc très simple. Et après, si tu traites bien les commentaires et tu analyses bien, il y a tout dedans. D'accord. Du coup, on a une dernière question du public, et après l'idée, c'est que justement, on se retourne vers vous et sur qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans vos organisations respectives demain, et puis on pourra prendre aussi peut-être quelques témoignages de certains. Une question très intéressante sur la culture que nous, on s'est aussi beaucoup posé. Est-ce que vous faites un recrutement spécifique? Parce que on voit qu'il faut quand même adhérer aux valeurs, adhérer à des nouveaux modes de management et de gestion. Du coup, est-ce que en entretien, c'est quelque chose que vous regardez particulièrement? Comment est-ce que vous gérez ça? Oui, c'est intéressant parce que j'allais rebondir en fait là-dessus par rapport à ce que disait Pierre. Effectivement, pour nous, donc c'est une question importante qu'on pose en fait dès l'entretien, ou qu'on amène dès l'entretien, et en particulier pour les postes d'encadrement et de management. D'une part parce que il faut que la personne soit en conscience de l'environnement dans lequel elle va arriver, donc sache que ces questions-là sont très importantes dans le projet et prennent aussi du temps dans le travail, et d'autre part parce qu'effectivement il faut qu'on s'assure qu'en termes de vision de projet, on se retrouve sur les grands éléments, donc c'est important d'en parler dès l'entretien. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut aussi faire attention à ce qu'on ait aussi une diversité des profils, et que tout le monde n'a pas la même histoire, tout le monde n'a pas eu les mêmes réflexions sur ces sujets-là. On a des gens qui sont très investis sur ces questions depuis des années, on a des gens qui ont découvert ces questions-là à un moment donné de leur vie professionnelle et qui se disent je veux apprendre, et donc plus aussi on grossit, et plus on fait évoluer l'organisation, plus on a des personnes nouvelles qui arrivent, et plus il y a cet enjeu de faire coexister différents types de parcours, et puis aussi que les gens puissent s'enrichir et se faire changer les uns les autres par la rencontre, l'interaction. Donc il faut arriver à jongler avec tout ça. Et après, il y a un autre élément qui est important en lien avec le recrutement, c'est la question du parcours d'intégration. Donc nous, on a un service ressources humaines qui travaille beaucoup sur cette question des parcours d'intégration, donc pour pouvoir bien s'occuper des personnes quand elles arrivent, leur faire rencontrer les bons services, etc. Je ne détaille pas trop. Et bien sûr, donc après, en formation tout au long de la vie, entre guillemets, professionnelle, parce que, on va reboucler sur l'histoire du temps et des moyens, aussi sur ces sujets-là.
là, et y compris si on ne veut pas dévoyer, parce que les outils de gouvernance partagée sont aussi des outils qu'on peut très mal utiliser quand on ne les comprend pas bien ou qu'on les utilise à mauvais escient. Et du coup, cette dimension de la formation sur tout ça est aussi quelque chose d'important. Merci. Et du coup, Pierre, sur vraiment le recrutement, est-ce que vous avez des pratiques particulières Ouais, on a beaucoup appris là-dessus, on s'est beaucoup planté, et maintenant c'est assez structuré, parce qu'on recrute, bon, bien sûr sur les axes de compétences liés au poste, mais le deuxième gros axe, c'est ce qu'on appelle mission, vision, principe. Donc mission, chez nous, c'est rendre l'éducation accessible, la vision, c'est rendre l'éducation professionnalisante accessible, et on a défini 4 principes, en bottom-up d'ailleurs, on a utilisé nos ateliers avec tous les salariés pour définir quels sont les grands principes, c'est les valeurs en fait chez nous. En anglais, on dit we care, we dare, we persist, and we tell it as it is. Et en fait, on a une méthodologie pour vérifier ça dans les recrutements, et on les évalue aussi dans les entretiens de revue individuelle tous les 6 mois. Et ça détermine aussi une partie de ton évolution et ta mobilité professionnelle en interne. La difficulté sur la mission, c'est que quand tu dis est-ce que tu adhères au fait que l'éducation c'est important, pas grand monde qui te dit ah non, moi je trouve l'éducation on ne devrait vraiment pas en faire. Donc faut avoir vraiment une méthode, encore une fois, et pour voir à quel niveau tu situes l'adéquation et l'alignement et l'intérêt avec la mission. Et je rejoins Fanny aussi sur le fait qu'il faut accepter qu'il y a des gens qui sont un peu plus éloignés, c'est ça qui crée la diversité. Des gens qui ont travaillé dans des organisations à gouvernance horizontale et transparente, c'est quand même 0,01% de la population. Et donc tu réduis ton pool de recrutement de façon assez dramatique, puis le but c'est d'opérer aussi un changement, quoi. Donc d'essayer d'accompagner des gens qui sont ouverts à ça. En tout cas, on vérifie que s'ils ne sont pas déjà dans ce mode, qu'ils soient au moins ouverts à y aller, parce que s'ils sont opposés, c'est sûr que ça va être compliqué. Ouais. Très clair, merci beaucoup. Je vais te laisser la parole pour prendre justement les apprentissages que vous avez envie de mettre en place. On a vu vraiment différents types de parties prenantes qui étaient intégrées. Donc peut-être dans le cadre de vos organisations, si ce n'est pas encore fait, quel type de parties prenantes vous aurez envie d'intégrer, dans quelle instance, sous quelle forme, et puis peut-être quels enjeux vous pouvez anticiper. Exactement. Que ce soit dans la méthodologie de Make Sense ou Ticket for Change, on veut vraiment dédier un temps dans nos ateliers pour de l'introspection et pour ancrer vraiment tout ce que vous avez entendu. On a eu des éclairages, des retours d'expérience très inspirants. Et donc la première question que nous voulions vous poser, c'est donc qu'est-ce que vous avez appris ou désappris durant cette masterclass ? La question vous est posée sur Klaxoon directement, mais si quelqu'un veut prendre la parole, c'est le moment. On a déjà quelqu'un qui a répondu que Open Classroom ne faisait pas du storytelling, mais avait une vraie gouvernance et travaillait en tout cas vraiment sur sa gouvernance. Ok, c'est bien. C'est bien, hein. C'est retenu. On n'a pas eu l'éducation, c'est important pour l'instant. Mais... C'est moi qui ai dit ça et c'était pas exactement ce que j'ai dit. Pardon. J'ai dit que j'ai appris lors de ici en fait qu'Open Classroom justement faisait un travail sur sa mission et sur sa gouvernance, et que justement ça allait au-delà du storytelling de départ qu'on connaît un peu tous sur l'âge auquel vous avez démarré la boîte, le succès incroyable, etc. Et là j'ai appris qu'effectivement quelque chose que je voyais pas beaucoup sur votre site internet justement. Il faut aller chercher sur l'entreprise, on voit encore le storytelling mais pas le reste en fait. Ouais, on commence à être un peu plus vocaux sur la notion mission et compagnie. Mais après, on a aussi choisi de trouver la limite entre la forme et le contenu. Et nous, notre contenu, c'est l'éducation, c'est l'employabilité, etc. Donc on préfère plutôt prendre la parole sur ces thématiques-là. Même si c'est vrai qu'on commence à devenir de plus en plus visible.
On est aussi engagé sur une certification B Corp et compagnie. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui sont allées aussi loin. Et le mix startup tech à forte croissance et cet axe mission et compagnie, vraiment, c'est le doigt de. Moi, je connais juste une autre boîte un peu comme ça en France, c'est tout quoi. Donc, on commence à essayer de partager ce qu'on a appris, mais on ne souhaitait pas forcément en faire une identité complète et unique de la communication de l'entreprise. Merci beaucoup. On a aussi quelqu'un qui dit que la route est longue. Oui, je vous en prie. Allez-y. En fait, moi j'ai appris qu'il y a des méthodologies. On parle de quelque chose qui semble très spontané, très sympa. Mais en fait, vous avez tous les deux beaucoup parlé de méthodologie, des réunions, des formations de recrutement. Et pour des structures qui sont à forte croissance, qui sont encore tout petits et qui n'ont pas de ressources humaines pour vraiment pencher sur ces questions, comment est-ce qu'on peut trouver ces méthodologies? Comment est-ce qu'on peut se faire accompagner pour mettre en place des bonnes pratiques, pour accompagner la croissance, instaurer une culture, faire en sorte que les réunions, les décisions soient prises de façon efficace, mais que tout le monde soit... C'est cette méthodologie, où est-ce qu'on les trouve, où est-ce qu'on se forme là-dessus Il faut aller au masterclass de l'université et à lire des livres comme celui de Frédéric Laloux. Nous, on a découvert un truc assez fou assez récemment. Il y a 6-12 mois, il y a une boîte qui s'appelle GitLab, qui est une boîte technologique. Bon, c'est un peu on s'en fout de ce qu'ils font. GitLab, ça s'écrit G-I-T-L-A-B. Et ils ont publié c'est une boîte américaine, ils ont publié un handbook. Donc c'est la documentation interne de l'entreprise. Et en fait, elle est publique. Et sans mentir, c'est plusieurs milliers de pages de documentation de comment l'entreprise fonctionne en interne dans tous les sens, que ce soit le management, la gouvernance, la communication, la technologie, comment tu peux demander un nouveau badge d'entrée au bâtiment, enfin tout. C'est public et c'est une boîte qui est assez moderne, qui est assez alignée à ces choses. Et du coup, des fois, quand on ne sait pas trop comment faire un nouveau truc, on n'est pas très bon, on va voir, on regarde, on s'inspire et c'est pas parfait partout, mais c'est une super source d'inspiration qui est hyper opérationnelle parce que c'est la doc interne de la boîte en fait. Voilà. Et puis, je les ai cités tout à l'heure, mais donc il y a une coopérative qui s'appelle l'Université du Nou, qui fait de l'accompagnement et de la formation aux organisations et qui, sur son site internet, a, me semble-t-il, un certain nombre de fiches de procédures et d'apprentissage qui sont en accès libre et qui peuvent vous permettre d'avoir déjà quelques éléments d'explication, d'appui méthodologique sur certaines techniques, parce qu'effectivement, cette question méthodologique, elle est extrêmement prégnante. L'Université du Nou, N-O-U-S comme le pronom nous. N-O-U-S, ouais. Et vous avez Frédéric Laloux, Reinventing Organisation, qui est un peu vraiment des bases sur lesquelles nous aussi on est beaucoup partis. Vous avez le groupement des entreprises à mission. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à être entreprise à mission, mais en fait, nous par exemple, on propose de l'accompagnement jusqu'à aller à être entreprise à mission, mais c'est un chemin qui est assez long et les premières étapes sont beaucoup sur définir sa mission, redéfinir sa gouvernance, et vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la labellisation, mais en tout cas, il y a des groupements d'entreprises à mission qui font des conférences de manière régulière et qui peuvent vous renseigner là-dessus. On va laisser en suspens cette question par manque de temps, mais on vous laisse du coup imaginer et continuer peut-être cette longue route vers votre modèle de gouvernance et donc voir ce que vous allez concrètement mettre en place dans votre organisation. On voulait vous remercier d'avoir été présent. Merci à vous, public, d'avoir participé. Un dernier appel, c'est donc de devenir bêta-testeur. On a parlé de l'Impact Score. Vous avez la possibilité de tester aussi, vous, votre score par rapport à votre modèle de gouvernance. Donc, on vous invite à le faire. Bonne journée à tous.